Ceux qui vont venir, c'est-à-dire Monsieur Garot, Docteur Garot, et Madame Rosolin. Monsieur Garot est neurologue à la Fondation John Bost, est très impliqué dans le champ de l'autisme, y compris en matière de formation. Et Madame Rosolin est psychologue clinicienne à la Fondation John Bost. Et justement, l'idée c'est de pouvoir commencer un petit peu. On a beaucoup parlé des enfants, comme vous avez pu le remarquer. On sait bien qu'il y a des besoins de développer des nouvelles approches, de nouvelles manières de prendre en charge les personnes avec autisme adultes. Et donc c'est sur la question de l'évaluation psychodéveloppementale chez l'adulte qui va être présentée par Mme Rosolin et M. Garot. Bon, c'était très gentil d'avoir pensé à moi, mais je pensais que l'évaluation psychodéveloppementale de Céline Rosin était beaucoup plus compétente que moi. Donc Céline Rosin est psychologue à l'antenne du CERA de Bergerac et puis au pavillon Patmos à la Fondation. Je partage tout à fait ce qu'a dit Emmanuel et puis Emmanuel Bouvard et puis Catherine Barthélémy sur le développement cérébral et notamment sur tout ce qui est plasticité. Néanmoins, la plasticité ne s'arrête pas à 5 ans et continue tout au long de la vie. Et c'est pour ça que c'est important de parler quand même de l'évaluation de l'adulte. Juste un petit mot sur Patmos. Patmos, c'est un pavillon de la Fondation où on accueille de jeunes autistes et on assure aujourd'hui un peu la transition entre les structures enfants et les structures adultes. Et malgré, moi je suis frappé quand même par une population particulière de jeunes qui ont été, on a des jeunes de 16 ans, 17 ans, 20 ans, donc certains d'entre eux ont été diagnostiqués tôt. Globalement, je trouve pris en charge tôt, et néanmoins, ils arrivent à cet âge-là dans une structure sanitaire. Et je me pose vraiment la question du pourquoi de cette stagnation, voire dégradation, voire régression chez ces jeunes. Alors il est important, on a parlé de l'ADI, de reprendre l'ADI même chez les adultes pour voir s'il y a eu des cassures, s'il y a eu des évolutions, etc. Mais en tout cas, c'est une population que je trouve un peu intrigante. Donc je vais laisser la parole maintenant à Céline qui va vous parler des évaluations psychodéveloppementales. Merci beaucoup, bonjour. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Également le docteur Garot de me laisser toute seule derrière le micro. Et aussi de suivre juste après. Merci pour la programmation, Monsieur Bouvard. Ça ne met pas la pression, c'est gentil. Donc, l'évaluation psychodéveloppementale de la personne avec autisme, j'ai choisi de la personne avec autisme, parce que certes, je travaille avec une population adulte à la Fondation John Bost, mais au CRA aussi je peux évaluer des enfants et des adolescents. Donc en fait, ce que je vais vous proposer, de parler de l'évaluation d'une façon un peu plus globale et l'intérêt de cette évaluation. J'aborderai très peu ici les outils parce que vous avez une intervention sur les outils fonctionnels cet après-midi. Donc voilà, je suppose que c'est la même. Donc pour introduire, déjà, quand j'ai commencé à la Fondation au pavillon Patmos il y a une dizaine d'années, la première chose qu'on m'a dit et que j'ai pu moi-même constater au départ, c'est qu'on s'est dit mais ces personnes sont dites intestables, c'est pas possible quoi. Et moi-même quand je suis arrivée, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire, on me demande de faire des évaluations, mais comment je vais faire? En fait, il faut dépasser ce préjugé parce qu'on se rend compte que si on va un petit peu du côté de la recherche, si on s'informe et si on partage nos expériences avec nos collègues, des choses sont possibles de faire et en effet, l'évaluation psychodéveloppementale est possible. Au-delà du déficit de la communication et des résistances aux situations nouvelles pour ces personnes-là. Bien sûr, l'évaluation psychodéveloppementale, comme le disait le professeur Bouvard, c'est une question plutôt contemporaine, liée quand même aux différents plans autisme et aux recommandations de bonne pratique, donc ça y fait directement, on y est lié directement. Donc, l'évaluation psychodéveloppementale, il faut aussi démystifier ça. Combien de fois j'entends encore que évaluer, c'est stigmatiser la personne, c'est... il faut s'attacher à la connaître avant et à la rencontrer avant de faire des évaluations.
Peut-être, c'est pas ma vision, c'est plutôt à mon avis une peur de la stigmatisation. Pour moi, évaluer, c'est connaître mieux la personne, avoir une photographie à un temps T de cette personne-là, et de se permettre d'être au travail avec les équipes de prise en charge et de se remettre en question. On ne peut pas se contenter de... Bon, c'est bon, on la connaît, quoi. Donc, surtout dans les internats adultes. Donc, c'est tout un rapport subtil entre la subjectivité d'une équipe et l'objectivité que peut apporter l'évaluation psychodéveloppementale via des tests standardisés. Bien sûr, elle n'a de sens que dans une dynamique institutionnelle, c'est un préalable. Si l'équipe et la structure ne comprennent pas l'intérêt de l'évaluation, un psychologue, ça peut évaluer, hein, mais si on n'en fait rien de l'évaluation, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut vraiment l'inscrire dans une dynamique, permettre que ça s'inscrive dans des réunions cliniques avec un projet élaboré par toute l'équipe. C'est savoir d'où partir pour savoir où aller, ça c'est un préalable. Qui dit évaluation psychodéveloppementale dit variabilité et prendre en compte ces variabilités au niveau de l'évaluation. Une personne, c'est pas, comme je vous disais, on la rencontre certes à un moment donné, surtout au CRA, on a une photographie, mais c'est aussi l'inscrire dans une histoire développementale, dans ses différentes époques, quand il était jeune, enfant, adolescent, adulte. C'est une personne qui évolue dans l'histoire des troubles autistiques, dans la nature, dans l'intensité, prendre en compte la dimension de la déficience intellectuelle et des comorbidités. C'est essentiel pour faire une évaluation psychodéveloppementale, trouble anxieux, dépression, par exemple. Donc, c'est évaluer dans le temps, donc certes de façon ponctuelle, mais aussi répéter, permettant des réajustements quotidiens. Une évaluation psychodéveloppementale, ça ne se fait pas 3 mois après une autre. Il faut attendre, il faut que la personne ait le temps de changer, que les prises en charge et que les projets mis en œuvre suite à ces évaluations-là puissent voir des effets. Donc c'est permettre des réajustements quotidiens. Et voilà, c'est pas figé. Une évaluation, c'est pas figé. C'est se permettre aussi d'évaluer dans les différents lieux de vie, avec la famille, au sein de la famille, en institution et parfois en centre d'évaluation comme au CRA. Il est clair que quand vous travaillez avec des personnes autistes adultes et déficients, leur demander de venir au CRA, c'est déjà très compliqué. C'est une logistique déjà pour l'institution compliquée. Et on fait souvent réactiver des troubles du comportement. Donc se déplacer avec le CRA par exemple, ou moi me déplacer même dans mon institution, aller sur les groupes, ne pas rester dans mon bureau, parce que si j'attends que quelqu'un vienne dans mon bureau, bah, je vais m'ennuyer fortement. Donc c'est vraiment évaluer dans les différents lieux, ne pas avoir peur de sortir de son bureau et de sortir du cadre de l'évaluation dite classique en psycho. Donc voilà. Donc c'est priorité à une démarche dite pragmatique, donc partir bien sûr de la connaissance de la personne, de son milieu de vie, c'est essentiel, d'autant plus pour les personnes adultes. Partir de questionnement de la personne, de la famille, de l'institution, toujours interroger qu'est-ce qui pose problème, où est la difficulté, pour mettre en œuvre ensuite notre évaluation. Et bien sûr avec des outils évaluant les compétences, ça c'est un préalable. Il faut s'interroger sur l'intérêt de l'évaluation pour la personne et la famille et pour les intervenants. Donc à quoi ça va servir? Comme je vous disais, évaluer pour évaluer, ça ne sert à rien. Donc les enjeux, c'est bien mettre en lumière, objectiver, construire un projet et pouvoir ensuite comparer et réévaluer. Et si c'est possible, et dans tous les cas, c'est impliquer la personne elle-même dans son évaluation. Donc le niveau le permet, c'est pour mettre en place des entretiens avec elle. Quand c'est un peu plus compliqué, c'est aller interroger la famille, bien sûr toujours la famille et les professionnels pour les internats, pour voir un petit peu comment ça se passe au quotidien. Donc je vous propose pour la suite de répondre à ces questions-là. Donc on va voir. Donc pourquoi évaluer? C'est en premier lieu établir le niveau de développement et le profil de fonctionnement de la personne. C'est une photographie à un moment T. Donc c'est comprendre son fonctionnement psychique et relationnel,
afin d'élaborer donc une réponse appropriée à la question posée, voir un petit peu son mode de traitement de l'information, sa perception de l'environnement, ses stratégies, ses moyens de communication, percevoir la dynamique familiale, les ajustements réciproques entre l'enfant ou la personne et sa famille ou son environnement social. On va essayer de mettre en lumière tout ça. C'est également prendre en compte la complexité de chaque personne examinée par le psychologue, qui situe toujours dans un contexte familial, éducatif, social et culturel. Ce n'est pas une personne qu'on prend comme ça, et on regarde un petit peu dans quoi il vit et où il vit, d'où il vient. Évaluer, c'est aussi, pour le psychologue, permettre le repérage des signes cliniques pathologiques. Donc la mission de dépistage, en lien avec ce que disait le professeur Bouvard. On fait partie aussi des outils, c'est ça, de jardinage. Donc on est pour élaborer le diagnostic en équipe pluridisciplinaire. Ça participe également, donc, ce que je dis, à l'élaboration des signes cliniques, des dépistages, et ça permet d'adapter et d'ajuster des projets d'intervention, d'où l'évaluation fonctionnelle, donc, et élaborer un projet personnalisé. Là aussi, c'est directement en lien avec les recommandations de bonne pratique de l'HAS. Donc comment? C'est avant tout une démarche pluridisciplinaire, médecin psychiatre, famille, personnel éducatif, psychologue, orthophoniste, psychomotricien, enseignant, assistante sociale, enfin tout ce qui est autour de la personne. On n'est pas seul et c'est très important d'élaborer ensemble et de partager ensemble. Au CRA, c'est sûr, nous sommes surtout sur Bergerac, une petite équipe, nous avons le médecin référent qui est le docteur Tokira Jerison et ma collègue Marielle Quentin, orthophoniste, nous sommes 3. Nous voyons plusieurs fois, tout dépend de la situation, les enfants, mais ça n'a de sens que si nous rencontrons la famille et surtout si nous rencontrons l'équipe de prise en charge. Donc on vous sollicite souvent beaucoup, c'est toujours très compliqué parce que Bergerac c'est pas Périgueux et c'est encore moins Nontron, donc c'est grand, mais ça n'a de sens que si vous venez avec nous. Et au sein même de la Fondation John Bosch, quand nous faisons des accueils, des hospitalisations temporaires, si nous ne rencontrons pas ni la famille, ni l'institution, comment voulez-vous qu'on prenne en charge pendant 3 mois une personne qui a toute une histoire? Voilà. Donc, d'où la nécessité très importante de collaboration entre les parents et les professionnels au travers d'échanges. L'évaluation formelle, c'est 2 types d'évaluation. Enfin, c'est une situation dite standardisée et des entretiens, et aussi couplée à une évaluation clinique lors des temps de vie quotidienne quand c'est possible. Des jeux, d'écouter, des attentes. C'est plus facile quand, bien sûr, nous sommes psychologues au sein même des institutions. Donc là, nous pouvons aller directement observer les situations de vie quotidienne. Évaluer comment? Donc, il faut éviter, si possible, les endroits surchargés en murs de plein de bibelots. Et on va essayer de structurer au maximum le temps et l'espace dans un cadre plutôt sobre, dépourvu de stimulation, avec une structuration très spatiale. Donc là, c'est les images du CRA sur Bordeaux. Donc vous voyez, des espaces très repérés, avec des alternances. À la Fondation John Bosch, nous faisons ça souvent avec la psychomote dans son bureau, où il n'y a absolument rien au mur et juste une table. Et on va essayer vraiment de mettre en place des différents lieux pour que la personne puisse rapidement se repérer et savoir ce qu'elle va faire ici. Donc on va essayer aussi de structurer les activités quand la personne peut rester assise de gauche à droite. Et on va utiliser les renforcements positifs sociaux d'abord et parfois concrets. On va limiter au maximum le verbal. Alors moi qui adore parler, c'est compliqué. D'ailleurs, je conseille à tous mes collègues psychologues de se filmer pendant nos séances. Vous allez voir, on parle vraiment trop et il est trop compliqué. Des consignes simples et décomposées. Et on va aider la personne petit à petit avec des gestes. On va amorcer et on va proposer des outils de communication et on va participer, on va guider ces personnes-là. Donc c'est quoi l'évaluation psychodéveloppementale? Donc c'est vrai que le psychologue touche un peu à tous les domaines. Avec mes collègues psychologues du CRA, on a essayé de clarifier ça sous forme de schéma.
Et donc vous voyez, c'est fonctions cognitives, aspect sensoriel, fonction sociale, aspect affectif, et bien sûr les aspects comportementaux et aspects adaptatifs. C'est un schéma, c'est pas si simple que ça, et c'est pas si facilement découpable que ça. Donc je vais essayer de vous décrire un petit peu ces fonctions. D'abord les fonctions cognitives avec l'aspect psychomoteur. Nous ne sommes pas psychomotes, mais nous allons un peu débrouiller ça. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est autour du raisonnement moteur, de la motricité fine, globale, de la coordination, de la posture, de l'imitation. De fait, de par notre bilan et notre observation clinique, on va aller voir de ce côté-là. Néanmoins, s'il y a un psychomote qui peut prendre la suite et aller affiner nos premières observations, c'est toujours mieux et c'est conseillé. On va quand même, du côté de l'autisme, aller plus chercher les comportements des copraxies, des comimies ou des stéréotypies. Donc là, je vous ai mis en rouge les tests qui peuvent être utilisés, mais je ne vous les présenterai donc pas, puisque j'ai un collègue qui les présente cet après-midi. On va aller au niveau des fonctions cognitives du côté du langage, plutôt expressif, réceptif. Là encore, il est difficile d'avoir des collègues orthophonistes, surtout dans les institutions et d'autant plus chez les adultes. Donc là aussi, on va un peu débrouiller ça et si possible, après faire appel à une orthophoniste. C'est compliqué. Donc on va s'attacher quand même à aller voir un peu les difficultés au niveau expressif et réceptif. Et regarder tout ce qui est phénomène d'écholalie, de stéréotypie, verbale, les idiosyncrasies. Au niveau des fonctions cognitives, on a aussi les fonctions au niveau de l'attention, avec tout ce qui est attention soutenue, maintien de l'activité à un niveau constant. L'attention divisée, c'est le traitement de deux informations en même temps, c'est-à-dire pouvoir regarder la télé en même temps qu'il y a une conversation juste à côté de deux personnes. Ce qu'on remarque, c'est que chez les personnes atteintes d'autisme, il y a des grosses difficultés générales au niveau de l'attention. Et les difficultés sensorielles complexifient bien sûr le maintien de cette attention. Donc on va y être très sensible. Au niveau de la mémoire, on va aller voir autour de la mémoire à court terme, moyen terme, long terme, la mémoire visuelle, la mémoire auditive. Donc on sait que ce sont des domaines de compétences au niveau de la mémoire visuelle et l'hypermnésie dans certains domaines, donc on va s'attacher à aller voir ça. Toujours au niveau du fonctionnement cognitif, il y a tout ce qui est raisonnement, catégorisation, abstraction, logique, relation de cause à effet, notion spatiale, temporelle. On sait que c'est compliqué de sélectionner l'information pertinente pour les personnes atteintes TSA. Les phénomènes de catégorisation aussi sont compliqués. La généralisation, donc des compétences. Donc on va être vraiment très attaché à ces fonctionnements de raisonnement. Au niveau des fonctions exécutives, c'est tout ce qui est planification des tâches, inhibition, traitement de l'information visuelle, auditive, etc. On sait que des grosses difficultés au niveau du séquençage, de la planification des actions sont observées chez les personnes atteintes d'autisme. Des problèmes autour de l'inhibition sensorielle, de traitement de l'information qui est plutôt visuel. C'est pas fini. On va passer aux fonctions sociales. Au niveau des fonctions sociales, donc on va aller voir au niveau de la régulation et de la réciprocité socio-émotionnelle. Donc on sait bien sûr que c'est un domaine qui est en difficulté chez les personnes atteintes d'autisme. Au niveau de la communication, là aussi on va débrouiller un peu tout ça. On va aller voir du côté de la communication verbale, non verbale. Est-ce que la personne, au niveau de la distance sociale, est ajustée? Est-ce qu'au niveau de l'imitation, de l'attention conjointe, du maintien, de la réponse des interactions sociales? Donc voilà. Là encore, on n'est pas orthophoniste, mais souvent on est obligé quand même de... ça fait partie aussi de notre bilan que d'aller voir un petit peu ces domaines-là. On ne va pas approfondir quand on a la possibilité de faire un bilan ortho. Néanmoins, quand on n'a pas le choix, il faut aussi permettre aux équipes de comprendre où en est la personne autour de la communication et du langage. Au niveau de l'imitation, c'est une notion plutôt transversale. On sait que tout ce qui est jeu de faire semblant, gestuel, imitation différée, c'est des notions très importantes dans le développement des apprentissages chez l'enfant.
En tout cas, chez les personnes autistes, il y a un déficit de ses capacités. Donc on va s'attacher à aller voir comment la personne est dans ses capacités de mutation. C'est un point d'appui quand même très important pour le projet, si par cas la personne peut quand même être dans ses capacités. La théorie de l'esprit, l'atome, c'est la capacité à percevoir les états mentaux des autres. Là aussi, hein, ça a été quand même beaucoup étudié dans la littérature et dans les recherches. Donc c'est un déficit de cette fonction. Donc là aussi, hein, bon, je ne vous présente pas les tests à chaque fois, mais vous pouvez les voir si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va aller voir aussi du côté du jeu, qui est vraiment le reflet du développement de l'enfant. Dans les jeux de manipulation, d'exploration, bien sûr symbolique, coopératif. Donc pour toute personne qui a rencontré des personnes autistes, il y a quand même une pauvreté au niveau du jeu symbolique et on est plutôt souvent dans une manipulation sensorielle des objets. Bien sûr, il y a l'aspect affectif. Il n'y a pas forcément de test, je ne vous ai pas mis, il y a des échelles pour certains, c'est possible. On va essayer, et ça, on est tous formés au niveau clinique, au niveau psychopatho, d'aller voir un petit peu ces domaines-là. Bien sûr, les manifestations d'angoisse et d'anxiété, c'est essentiel, la régulation du comportement. Ne pas oublier les aspects dépressifs, travaillant actuellement avec beaucoup de jeunes qui nous arrivent en internat, pour la première fois en internat. Cette dimension-là est d'autant plus importante à percevoir. Les signes ne sont pas forcément évidents. Donc c'est vraiment une dimension très importante. Les aspects sensoriels, qui sont mis en lumière, l'importance de ces aspects sensoriels et les troubles de ces aspects sensoriels sont mis en importance via le DSM-5. On va aller chercher les particularités sensorielles de ces personnes-là, en hypo et en hyper, donc tous les sens sont bien sûr aussi à exploiter. Ça explique un bon nombre de problèmes de traitement et de compréhension des informations de l'environnement, et par conséquent des défauts d'ajustement aux situations et notamment sociales. Ces personnes aussi ont des difficultés à mettre en lien les modalités entre elles. Je ne m'attarde pas parce que vous avez aussi une intervention sur cet aspect-là. Dernièrement, juste un petit mot, j'ai découvert l'échelle de Bogdachina, qui, à mon avis, est très intéressante pour les personnes qui travaillent en institution et même pour les enfants, pour comprendre un petit peu les phénomènes d'hyper et d'hyposensibilité aux différents sens. Juste aussi un petit, juste pour vous dire, généralement, j'ai la chance de travailler avec une psychomotricienne à la Fondation John Bost, Audrey Mathusi. Généralement, on fait les bilans communs au niveau sensoriel, donc ça permet d'avoir plusieurs regards. Les aspects comportementaux et adaptatifs. Donc au niveau du comportement, bien sûr, hein, on va aller s'attacher à repérer tout ce qui est intérêt restreint, stéréotypie, troubles du comportement, et les troubles non spécifiques à la personne autiste, les troubles alimentaires, auto-hétéroagressivité, troubles du sommeil. Donc on fait vraiment appel à notre observation clinique, parfois à l'analyse fonctionnelle. Les aspects adaptatifs, donc tout ce qui est autonomie, aspect fonctionnel de la relation sociale. Donc on va s'attacher à voir le manque de généralisation, les problèmes d'immuabilité, de rituels, les codes et conventions sociales chez les personnes autistes. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a souvent une inadéquation des outils classiques. Ils ont d'autres objectifs. Il y a une demande attentionnelle pour ces outils-là trop importante. Et les consignes, il y a une complexité au niveau des consignes et des réponses attendues. Il y a souvent des mises en échec par rapport à ces outils classiques. Donc il y a une difficulté à évaluer des personnes avec un trouble sévère, quand il y a trouble associé, trouble du langage, des troubles massifs du comportement, des refus. Et donc du coup, on va s'attacher aussi les difficultés dans l'évaluation, c'est les spécificités liées au milieu institutionnel, comment entrer en contact, qui évalue, comment évaluer. Donc il y a une nécessité réelle à disposer d'outils spécifiques et surtout une nécessité d'adaptation pratique
avec un aménagement des conduites de passation, des souplesses dans les consignes, jusque parfois à une modification légère de la formulation. Et oui, ça nous arrive, on n'est pas forcément carré. Sinon, on n'a pas grand-chose. Et ça réduit considérablement le nombre d'enfants et de personnes adultes déclarées dites intestables. Il m'est arrivé de faire passer des tests qui sont censés être faire passer par le psychologue à des moniteurs et des éducateurs d'internat, sachant que je ne pouvais pas approcher ces personnes. Dès qu'elles me voyaient, elles partaient à l'autre bout, et qu'on avait un besoin réel d'évaluer les compétences de ces personnes-là. Les éducateurs ont une formation très rapide à certaines épreuves et peuvent faire passer certaines épreuves. Il faut parfois se permettre ça, sortir un peu des sentiers battus pour pouvoir aussi évaluer. Donc, nombreux tests. Et ça ne sert à rien de multiplier, il faut juste sélectionner un petit nombre. Et faire son choix en fonction du questionnement initial et surtout des éléments cliniques préalables, généralement vus en réunion clinique ou en réunion avec l'équipe pluridisciplinaire. Ce qui est important, c'est l'aspect qualitatif de ces évaluations. L'aspect quantitatif, on peut l'avoir, mais on ne va pas s'y attacher, trop du moins. On va essayer d'aller voir tout ce qui est notion d'émergence, les îlots de compétences. On ne va pas rechercher à tout prix la performance, ce n'est pas du tout le but. Pour finir, l'évaluation psychologique s'inscrit bien sûr dans la prise en charge globale de la personne et ça participe à rendre dynamique le projet de soins éducatifs. Importance bien entendu des liens avec tous les partenaires, je l'ai déjà dit, mais ça n'a pas de sens si on est tout seul dans notre bureau, afin d'échanger, partager, créer de la cohérence autour du soin. Pas d'évaluation psychodéveloppementale une fois pour toutes, ça doit rester dynamique, ça doit suivre la personne, son évolution, sa vie. Ça c'est important, ça nécessite une formation, certes aux outils, mais à la clinique de l'autisme et une bonne connaissance du développement neurotypique. Il m'est arrivé au CRA que des parents me parlent de troubles en lien avec des recherches de stimulation sensorielle de leur enfant ou alors des centres d'intérêt. Mais compte tenu de l'âge de l'enfant, c'est normal des fois qu'il y ait des recherches de stimulation sensorielle et que des enfants aient des intérêts. Ce n'est pas forcément envahissant, mais qu'ils aient des intérêts. Voilà. Donc connaître le développement de l'enfant, c'est quand même essentiel. Important, c'est évidemment de coupler l'observation clinique avec des outils standardisés et réflexion toujours préalable des choix des outils afin de les multiplier. Et voilà. Donc souplesse, réactivité, adaptabilité, ça c'est vraiment les maîtres mots du bilan psychologique. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On comprend mieux qu'à l'issue de ces évaluations, on soit en capacité d'adapter un projet personnalisé le plus proche des besoins de la personne. Ça prend combien de temps de pouvoir réaliser ce type d'évaluation? Alors, vous avez deux types de formats. Au format CRA, ça peut prendre, tout dépend de l'enfant, bien sûr, ça dépend toujours de la personne qu'on rencontre. Ça prend du temps, parce que nous, en plus, on a la chance à Bergerac, on fait revenir les enfants quand on sent que c'est compliqué et que le niveau attentionnel est bas. Donc, au CRA, en face à face avec l'enfant, ça peut aller de parfois une demi-heure, compte tenu de la situation, mais ça peut aller aussi à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Quand on est en structure, du moins à Patmos, c'est impossible de faire un bilan sur, par exemple, 1h30 non-stop. J'ai pu le faire suivant les personnes. Donc là, ça va me prendre énormément de temps parce que je fais des séquences. Ça peut aller de 5 minutes à une demi-heure. Donc je n'ai jamais vraiment compté, mais en tout cas, c'est très chronophage. Et vous arrivez à impliquer vos collègues, donc apparemment, sur certaines parties de l'évaluation? Oui. En structure adulte, avec des personnes avec des troubles du comportement et déficientes, on ne peut faire une évaluation psychodéveloppementale qu'en lien avec toute l'équipe pluridisciplinaire. Et comment il fait le lien, le médecin, le psychiatre de l'établissement avec
ces informations qui remontent du côté de l'évaluation? Il fait le lien, on fait le lien tous ensemble, hein, c'est-à-dire que tout est... On a notre médecin généraliste qui est là aussi, qui fait, Dr Emery, qui fait la partie somatique. Moi, de temps en temps, il m'arrive même, en tant que neurologue, de faire un examen neurologique. Les explorations fonctionnelles, l'imagerie, on fait le lien tous ensemble. Alors, ce qui est surprenant quand même chez certains adultes, c'est même chez l'adulte, tout à l'heure, Manuel Bouvard parlait de la surdité chez un jeune de 9 ans. Nous, on a mis le doigt, ça fait pas très longtemps, sur des malformations orthopédiques qui étaient discrètes, et puis finalement, quand on les a mis l'enfant et qu'on fait des radios, on s'aperçoit que c'est pas si discret que ça. Des années, puis on a débouché sur des anomalies génétiques, sensorielles, enfin, je veux dire, même chez l'adulte. Donc, c'est la participation de tous. Je veux dire, l'importance du bilan clinique, je veux dire, c'est ça. Et puis, c'est pas un bilan clinique de temps en temps. Nous, on a trois groupes de filles. On essaie de rencontrer tous les groupes toutes les semaines. En principe, tous les deux. Si c'est pas tous les deux, il y en a toujours un des deux qui est là. Et cette synthèse et cette rencontre est vraiment quasi obligatoire, d'autant plus qu'on a quand même beaucoup de troubles du comportement et que c'est nécessaire d'analyser, etc. Et donc c'est quotidien. Merci. Peut-être y a-t-il une ou deux interventions dans la salle? Deux questions? Bonjour. Je me disais que 4-5 heures pour faire tout ce que vous nous avez décrit, ça paraît finalement très rapide. Enfin, il n'y a pas tout. Alors, c'est vrai. Mais étonnamment, et on s'en rend compte surtout au CRA, il n'y a pas forcément besoin de prolonger la période d'observation. Et quand on se rencontre avec l'équipe de prise en charge lors des synthèses, on est bien ajusté, quoi. On parle vraiment du même enfant avec les mêmes troubles cliniques. Donc, il n'y a pas forcément besoin de rencontrer pendant 3 mois la personne pour faire l'évaluation psychodéveloppementale. Parfois, en 2 heures de temps, cela suffit quand même à mettre en lumière les difficultés et l'aspect psychodéveloppemental de cette personne-là. En abordant toutes ces étapes, tous ces éléments. Bien entendu, en fonction du profil de la personne, on va sélectionner, parce que certaines personnes ne sont pas forcément, quand c'est des grosses déficiences par exemple, on va aller plus du côté de la sensorialité et de certains fonctionnements. On ne va pas tout aborder. On tend à voir tous ces phénomènes-là, tous ces troubles du comportement. Voilà. Mais après on s'adapte énormément, c'est de la clinique, hein. On reste très clinicien. Bon, je pense que nous aurons l'occasion dans la journée de voir comment on va faire le lien avec les actions mises en œuvre. Merci beaucoup.